aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Christophe Antoine. Vous êtes président d'Atlan Voisin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jonathan. Voilà, on avait échangé pendant le confinement, on a échangé au tout début du déconfinement et voilà, ça fait bientôt près de 4 mois qu'on est déconfiné et on voulait faire un point avec vous un peu sur ce point terrain, cette situation, j'allais dire, avec les locataires. Comment ça se passe concrètement, Jean-Christophe? Écoutez, globalement, ça se passe mieux que prévu. Les craintes portaient dans un premier temps sur le taux de recouvrement du deuxième trimestre 2020. Pour ce trimestre, tous les locataires bureaux et enseignes alimentaires ont payé leur loyer. Pour les commerces non alimentaires qui ont été frappés par la fermeture de leurs magasins sur une période de 2 mois, on peut vous donner les éléments suivants. D'une part, effectivement, on s'est voulu pragmatique et on a étudié avec chacun des locataires qui ont été frappés par la fermeture la situation et les éventuelles mesures d'accompagnement face aux conséquences que la crise a engendrées pour ces commerces. Donc, effectivement, au cas par cas, nous avons essayé de trouver un équilibre entre le locataire et le bailleur. Nous avons accepté certaines annulations de loyers qui représentent à ce jour et qui sont finalisées quasiment dans leur totalité. Les annulations de loyers représentent 2,70% du loyer annuel. Donc ça, c'est des annulations de loyers. Il y a eu des reports de loyers. Donc effectivement, on a décidé de reporter le loyer du deuxième trimestre en paiement au troisième trimestre ou au quatrième trimestre. Donc, ces reports de loyer représentent 1,67% du loyer annuel. Donc, vous voyez que c'est quand même des chiffres qui sont relativement faibles. Et dans la majorité des cas, lorsqu'on a procédé à une annulation de loyer, il y avait une contrepartie qui était une prolongation de la durée du ferme du bail ou une indemnité en cas de résiliation à la prochaine échéance triennale. Donc, sur cette partie-là et après application de ces annulations de loyer, le taux de recouvrement du deuxième trimestre est supérieur à 95% à aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a un taux de recouvrement qui est très satisfaisant sur le deuxième trimestre, en tenant compte, bien sûr, de ces annulations appliquées. Sur le troisième trimestre, puisqu'on commence à avoir une vision assez claire, globalement, le taux de recouvrement est revenu à la normale par rapport à au trimestre que l'on connaissait en 2018 ou en 2019. Donc, on n'a pas à ce jour d'inquiétude. Donc, il ne faudrait pas effectivement qu'il y ait des éléments exogènes qui dégradent la situation. Mais à ce jour, on n'a pas d'inquiétude. La deuxième crainte, dont les médias se sont fait l'écho et à juste titre, c'est quid des défaillances d'entreprises et des congés, puisque fatalement, les entreprises qui vont mal vont donner congé, vont vouloir réduire leur surface. Je vais vous donner les éléments qui ressortent de la gestion de notre patrimoine. Donc, la crise économique liée au Covid, bien sûr, a fait craindre ces défaillances. Elles ont été réelles. Certaines enseignes, Célio, Camaïeu, Vivarté, Naf ont été touchées et se trouvent soit en liquidation, soit en procédure de sauvegarde. Pour Épargne-Pierre, à ce stade, les liquidations représentent 0,34 du loyer annuel. Vous voyez que c'est un chiffre relativement faible. Et sur ce volume de liquidation, c'est-à-dire des sociétés qui ont été mises en liquidation, 75% de ces liquidations ont d'ores et déjà retrouvé un repreneur. C'est le cas, on avait un magasin, La Halle, qui a été repris par Beaumanoir sans négociation des anciennes conditions financières. Et on en a d'autres qui sont en cours de négociation pour être pris. Il y a ensuite des entreprises qui ont été placées en procédure de sauvegarde. Pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement un magasin Célio et des magasins de Viane. Ces enseignes représentent aujourd'hui 0,73% du loyer annuel, donc un chiffre faible aussi. On n'a pas d'inquiétude sur ces magasins compte tenu de leur chiffre d'affaires et de leur taux d'effort. Elles se sont mises en procédure de sauvegarde, souvent pour négocier avec leurs créanciers, notamment avec leurs banquiers sur l'étalement de la dette. Et on ne doute pas que la qualité et elles payent leur loyer. Aujourd'hui, placées en procédure de sauvegarde, elles ont l'obligation de payer leur loyer, ce qu'elles honorent. Donc, on n'a pas d'inquiétude sur la sortie de procédure de sauvegarde de ces enseignes
en tout cas pour nos magasins, parce que les loyers sont peu élevés, le taux d'effort est peu élevé et que la qualité de l'emplacement est là. Juste peut-être pour rappeler, le taux d'effort, c'est le loyer sur le chiffre d'affaires. C'est faire en sorte que le loyer soit suffisamment Supportable. supportable pour que le locataire puisse faire du business. Exactement, exactement. Alors, le dernier sujet, c'est tous les augures nous annonçaient une forte hausse des résiliations de baux, de réduction de surface par les entreprises. Moi, ce que je peux vous dire pour le compte d'épargne-pierre, toujours, pas constaté ce mouvement d'augmentation ou de hausse des congés. On a pu identifier 4 résiliations, dont les 2 plus importantes concernent Air France, Air France qui était notre locataire sur un site près de Roissy, qui a libéré, qui nous a donné son congé pour 1000 mètres. D'ailleurs, il est à noter qu'Air France nous avait fait part d'une demande d'accompagnement de son loyer pendant la période de confinement. On avait dit qu'on était prêt à l'étudier. Et en fait, Air France a absolument payé tous ses loyers et est à jour de ses loyers. Mais effectivement, ils ont résilié 1000 mètres carrés. Et également la société Continental à Toulouse qui a résilié pour 1500 mètres carrés, Continental étant exposé au secteur de l'automobile. Alors, ça arrivait au moment de leur break, donc on imagine qu'effectivement c'est lié au Covid par mesure de recherche d'économie. Donc le loyer de ces résiliations aujourd'hui représente 0,69% du loyer annuel. Donc là aussi relativement faible et ça n'aura aucun impact sur 2020 puisque les départs effectifs de ces sociétés vont se faire en 2021 et aussi bien les sites sur les bureaux dans lesquels se trouvent sur les sites où ils se trouvent devraient retrouver repreneurs même si effectivement on peut mettre un peu plus de temps qu'auparavant. Ouais, donc on voit quelque part qu'il y a, voilà, il y a un impact, en tout cas, il est très encadré, que votre gestion locative vous permet d'être très proche des locataires. Et quelque part, c'est ça aussi, c'est quand on investit en SCPI, on délègue la gestion à un professionnel. Ce qu'on sent, c'est que voilà, vous avez une grande proximité, une grande compréhension de ce qui se passe et c'est très important. Au niveau des investissements, Jean-Christophe, on sait que voilà, vous êtes un grand expert des investissements. Vous avez une grande expertise, une grande expérience en la matière avec voilà, des cycles que vous avez passés. Ça va être un moment qui va être quand même propice à l'investissement. Alors, effectivement, ça peut être un moment propice à l'investissement, mais je dirais il va falloir attendre un tout petit peu. Pour Épargne-Pierre, le plan d'investissement 2020 est achevé et effectivement, on a beaucoup travaillé, même pendant la période de confinement, pour saisir les opportunités où il y a eu des petites corrections de prix et surtout, on a cherché à avoir des actifs qui soient totalement sécurisés avec des locataires qui soient totalement solvables. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais effectivement, on a acheté des enseignes Monoprix à Saint-Jean-de-Luz, notamment, et à Châlons avec des durées fermes de location comprises entre 8 et 10 ans à compter de 2020. On a acheté en périphérie de Lille le siège de la société qui est le numéro 1 en service de électronique avec une durée ferme de 11 ans, donc bail sécurisé jusqu'en 31. Dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre, nous avons acheté un immeuble loué au groupe Vinci avec une durée ferme de location de 9 ans à compter de 2020. Et deux nouvelles acquisitions vont être prochainement annoncées et vont être signées. Un avec une société qui travaille dans l'alimentaire et qui a une forte expansion avec un bail de 12 ans ferme, donc sécurisé jusqu'en 2032. Et également un immeuble qui sera loué à un leader dans le domaine de la santé et qui aura signé également un bail de 10 ans ferme, donc sécurisé jusqu'en 2030. Donc, d'une part, avec un taux de rendement moyen global des acquisitions qui va se situer aux alentours de 6,20 cette année sur les immeubles livrés et achevés. Donc, ça respecte notre critère de rendement. Bien sûr, les critères majeurs, c'est la qualité de l'emplacement, le niveau de loyer, la pérennité du loyer, la qualité du locataire, la fonctionnalité des locaux qui sont des critères intangibles pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes dans une position d'attente. Vous avez dit, effectivement, des opportunités peuvent arriver.
très clairement, je pense qu'il va y avoir des corrections. Elles ne seront pas sur tous les segments. Les corrections ont déjà légèrement commencé sur le segment des commerces. Avec, quand même, si on schématise, vous avez 3 segments sur les commerces, les centres commerciaux. On n'est pas du tout présent sur les centres commerciaux et je pense que c'est le segment qui va souffrir le plus durement dans les mois à venir. Et vous avez vu la réaction sur les valeurs des foncières cotées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pendant la période de confinement, les centres commerciaux basés sur la densité des flux et la densité des consommateurs, effectivement, fait peur à un certain nombre de consommateurs. Donc, il va falloir faire revenir les consommateurs et surtout les enseignes dans ces centres commerciaux payent des loyers et des charges très élevées. Donc, ce qui apporte un déséquilibre dans leur compte de résultats. Deuxième segment, ce qu'on appelle les commerces de périphérie. Qui ont moins souffert parce que les règles de distanciation étaient plus faciles. On prenait sa voiture, on était seul dans sa voiture pour aller dans ces commerces de périphérie où on est très présent et vous l'avez vu tout à l'heure, les taux de recouvrement sont globalement bons et la reprise de la consommation a eu lieu sur ces centres de périphérie. Donc il y a eu une correction qui s'est ajustée, qui s'est faite sur ces commerces de périphérie de manière relativement faible. Et puis ensuite, vous avez le centre-ville, vous avez un secteur totalement et qui va être très fortement impacté dans les commerces de centre-ville, c'est le commerce de luxe, qui est basé sur le tourisme et effectivement qui va souffrir avec des valeurs locatives et des taux de rendement des valeurs locatives qui peuvent baisser et des prix qui peuvent effectivement baisser aujourd'hui, mais qui vont souffrir pendant 1 an et demi ou 2 ans, parce que le retour des touristes n'est pas prévu pour tout de suite. Donc ça, c'est un segment qui va souffrir. Les autres commerces de centre-ville… Vous n'y êtes pas du tout exposé Non, au sein des partenaires. on n'est absolument pas exposé, ça coûtait trop cher et les taux de rendement étaient beaucoup trop faibles par rapport à nos objectifs. Et puis les autres commerces de centre-ville qui sont plutôt des commerces de proximité, eux, on voit qu'ils reprennent des couleurs. Ça ne veut pas dire que les loyers vont augmenter. Si les loyers sont stables et admissibles par les commerçants, effectivement, ce segment de marché peut retrouver certaines couleurs et peut être attractif. Et sur le segment des commerces, il y a eu un élément très important. Moi, je ne jetterai pas les commerces comme beaucoup le font, parce que le fait qu'il y ait un moratoire sur les nouvelles offres commerciales, donc l'arrêt complet de nouvelles offres de centres commerciaux ou de centres de commerce de périphérie, va entraîner peu à peu une raréfaction de l'offre, ce qui est potentiellement bon pour les détenteurs d'immobilier de commerce, même s'il peut y avoir une période un peu plus difficile. Donc, je dirais… Le commerce bashing, il faut arrêter avec le commerce bashing parce que quelque part, le fait que l'offre soit contrainte, eh ben, ça va raréfier à un horizon de 12 à 24 mois cette offre et ça permettra aux bailleurs de retrouver un peu des couleurs avec des nouveaux commerces, des nouveaux concepts qui ont besoin de surface pour Exactement. Et vous avez des enseignes qui sortent renforcées de cette crise, puisque certains de leurs concurrents, effectivement, ont eu des difficultés, ont disparu. Donc, les parts de marché, elles vont conquérir plus de parts de marché. Et il faut que ces enseignes s'adaptent aux nouveaux modes de consommation, notamment le click and collect, où on l'a vu, qui a bien fonctionné. Donc, la mutation des commerces doit s'effectuer. Sur les locaux d'activité et la logistique, il n'y a pas de problème, effectivement, avec le développement du e-commerce. Donc là, je ne vois pas de correction des prix sur ce segment-là, et on ne le constate pas aujourd'hui. Et ensuite, sur la partie bureau, là aussi, l'inquiétude, elle vient de l'arrêt de la croissance économique, donc les sociétés n'embauchent plus et on est plutôt dans le schéma inverse. Alors faites attention quand on dit suppression de 715 000 emplois, ça ne concerne pas que le tertiaire. On voit que beaucoup de sites industriels vont fermer. Vous avez effectivement des commerçants qui vont fermer et qui vont licencier. Ça concerne un peu moins le tertiaire. Mais le tertiaire sera effectivement concerné. Vous l'avez vu avec l'annonce. Alors après, il y a le télétravail et l'impact du télétravail. On pourrait faire une émission là-dessus. Les adeptes du télétravail vont vous dire PSA a supprimé tous ses bureaux ou est en train de supprimer tous ses bureaux. Donc,
la demande va diminuer. Je vous rappellerai, encore une fois, je pense qu'on va vivre avec le télétravail. Hein. Ce ne sera pas la mort du bureau, mais il y aura également le télétravail. Mais je vous rappellerai que IBM, en 2009, qui avait imposé le télétravail à tout le monde, est revenu de manière très autoritaire sur le télétravail. Donc, attendons de voir. En tout cas, nous, on estime que c'est une évolution qu'il faut prendre en compte, que la demande de bureaux va diminuer. Pour les locaux qui sont vacants, ça va sans doute être plus long, les délais vont être plus longs pour relouer les locaux. Les entreprises qui sont dans des locaux qui leur conviennent à des loyers raisonnables hésiteront à déménager. Donc ça, c'est effectivement à surveiller de très près. Donc de ce fait-là, tout ce qui est, et là aussi comme les commerces, vous allez avoir plusieurs segments, les immeubles qui sont les mieux placés et loués à des locataires de qualité sur des baux relativement longs, la concurrence est extrême. Nous, on l'a vu récemment sur des immeubles à Paris où les taux de rendement ne se sont pas relevés et les prix n'ont pas baissé. Donc, il y a une vraie appétence parce qu'il y a de la liquidité. Il y a encore un véritable appétit de beaucoup d'intervenants pour acheter ce type d'immeuble. Après, sur les immeubles où il y a un peu plus de risques, effectivement, soit des locataires qui peuvent partir dans 2 ans, dans 3 ans, des immeubles où la qualité est un peu moindre que les meilleurs immeubles, je pense qu'il y aura une correction des prix. Cette correction n'a pas été actée aujourd'hui. Ce qu'on constate sur le marché, c'est qu'elle n'a pas été actée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce qui concerne Épargne-Pierre, on est sur une position d'attente. Effectivement, en essayant de saisir les opportunités. On fait des offres effectivement à des prix qui ne sont pas acceptés, mais qui sont notre conviction aujourd'hui. Et nous pensons que dans les 6 mois à venir, effectivement, on peut saisir des opportunités qui auraient un effet effectivement de renforcement et un effet relutif sur la totalité du fonds. Bon, ben c'est bien. En tout cas, on voit que quelque part, ces acquisitions à venir, en tout cas, cette expertise de marché, elle va permettre de renforcer la qualité du patrimoine d'Épargne-Pierre. Elle va permettre aussi, en tout cas, elle permet de répondre à cet objectif de rendement. L'objectif de rendement, on le sait qu'il est supérieur à 5%. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une fourchette, hein, peut-être un peu plus précise pour cette fin d'année? Quelle est votre conviction, Jean-Christophe? Oui, on peut vous donner avec toutes les précautions possibles, hein, mais en imaginant qu'on continue dans la situation actuelle, effectivement, on avait fait un scénario il y a quelques mois chez vous, pendant la période de confinement, où on s'était dit, on vise globalement, notre scénario nous amène à envisager un dividende qui soit compris entre 5,10 et 5,40. Aujourd'hui, compte tenu de ce que je vous ai dit sur le recouvrement, sur les acquisitions, on a revu à la hausse la prévision de dividende. On est plus aujourd'hui, tout en restant prudent, on est plus dans un dividende qui devrait se situer entre 5,30 et 5,50. Donc ça, c'est effectivement dû à la situation actuelle, au travail de fourmi qui a été effectué par toutes les équipes d'Atlante voisins et la proximité avec les locataires pour trouver un accord rapide et trouver des solutions équilibrées. Donc, on devrait effectivement terminer l'année sur cette base en espérant qu'on soit plus proche des 5,50 que des 5,30. Donc, un rendement compris entre 5,10 et entre 5,30 et 5,50, c'est ce que vous nous évoquez. Une dernière bonne nouvelle, Jean-Christophe, on sait que vous travaillez sur des sujets de labellisation. Est-ce que vous voulez nous partager un peu cette conviction et ces bonnes nouvelles? Alors, oui, pour certains qui me connaissent depuis longtemps et dans mes anciennes vies professionnelles, ils savent que je suis assez sensible au sujet environnemental et plus largement à la responsabilité sociétale. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, ce débat est très développé dans la société actuelle. Donc, Épargne-Pierre, depuis plusieurs mois, s'est engagé dans une démarche ISR. On attendait. Alors, pourquoi on s'est engagé dans cette démarche ISR? C'est effectivement l'apparition du label ISR FIA, donc pour les fonds immobiliers, notamment pour les SCPI, qui est devenu, et ça c'est important, qui est devenu une marque d'État. Donc, sous la supervision du Trésor et de l'AMF,
Ce nouveau label va permettre aux investisseurs d'identifier facilement les fonds qui vont pratiquer l'investissement responsable et ainsi donner un gage de confiance et de crédibilité. Donc, Épargne Pierre s'est mis en ordre de bataille en établissant la grille d'analyse avec la définition des critères sur les 3 parties qui composent l'ISR, c'est-à-dire la partie environnementale, la partie sociétale et la partie gouvernance. Donc, on travaille depuis plusieurs mois sur la collecte des informations sur chacun des immeubles qui vont faire l'objet d'une notation. Donc, chaque immeuble aura une note sur 100. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement d'améliorer la période de 3 ans, de maintenir les meilleurs immeubles à leur niveau et d'améliorer les immeubles qui sont à une notation moins élevée, et éventuellement de vendre certains immeubles sur lesquels la notation ne sera pas bonne et qu'on ne peut pas améliorer. Donc, c'est notre ambition. Aujourd'hui, notre ambition est d'avoir ce label ISR, donc de passer devant un certificateur d'ici la fin de l'année ou le début de l'année 2020 pour que Épargne Pierre soit tamponné avec un label ISR, donc ce qui va donner effectivement beaucoup plus de travail aux équipes, mais qui est un travail nécessaire pour la durabilité des actifs qui composent le fonds. En tout cas, ça, voilà, c'est la durabilité, le côté long terme, c'est important. Au sein de meilleurscpi.com, on a fait une étude justement sur cette dynamique des SCPI. On sait qu'il y a un quart des SCPI qui sont dans cette dynamique-là. On a vu que les performances des fonds qui sont dans la dynamique ESR sont meilleures. On le rappelle, la SCPI Épargne Pierre, c'est plus d'1 milliard d'euros de capitalisation. Elle est accessible en pleine propriété, en nue propriété et également en versement programmé. Il faut le rappeler que c'est possible d'investir 205 € par mois dans cette SCPI pour se constituer du patrimoine et de l'épargne retraite. Merci Jean-Christophe pour cette grande expertise. Vous vouliez rajouter un mot ? Oui. Est-ce que je peux rajouter un mot de conclusion en complément de ce que vous dites et ce qui me paraît important, effectivement, parce qu'il y a une inquiétude, il peut y avoir une inquiétude sur le prix auquel rentrent les associés. Aujourd'hui, je voudrais dire sur Épargne Pierre, les futurs associés rentrent à un prix qui est inférieur à la valeur de reconstitution d'environ 7%, donc ce qui les protège sur une éventuelle baisse des prix de l'immobilier. Et encore une fois, deuxième élément, la baisse des prix du patrimoine d'Épargne Pierre aujourd'hui sur les valeurs d'expertise va être très modérée, voire nulle. C'est-à-dire que toute la partie segment de bureau, et on a le retour des premières valeurs d'expertise 2020 de la part de nos experts, les bureaux peuvent progresser en valeur ou sont à zéro de progression. Les commerces, il y a une légère correction qui est entre 0 et moins 1,5. Donc au final, il n'y aura aucun impact sur la valeur de reconstitution. Donc les souscripteurs qui seront rentrés avec un avantage au niveau du prix en achetant le prix de la part à 205 €. Voilà, avec un prix, le bon prix, le bon investissement, la grande proximité des équipes de gestion d'Atlan Voisin auprès des locataires. On voit ce qui fait la différence. 95% de taux de recouvrement, c'est un chiffre qui est exceptionnel dans le contexte actuel. Et cette régularité d'investissement, on le sait, vous avez une collecte qui arrive de manière régulière, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez presque pas de retrait sur le marché. Et c'est important de le souligner. Merci Jean-Christophe pour cette grande expertise, cette grande clarté comme d'habitude. Merci. On vous souhaite une bonne journée, on vous dit à bientôt. Bonne journée à tous, merci.